Et voilà, on va devoir porter la voix. N'hésitez pas à dire si on ne porte pas assez la voix, parce que moi, j'articule pas déjà. Alors si en plus, il y a le masque, c'est pas facile, mais voilà. Et elle est parfaite, mais voilà. Donc, je te laisse parler peut-être. Ouais. Bon, bien Thomas, la piscine, mais là ça commence plutôt calmement avec ce qu'on voit, c'est un paysage, un sol, des scènes de fête, de soirées, ce bosquet. Enfin, disons qu'on n'est pas tout de suite, on va dire, dans cette asphyxie qui est le titre de l'exposition, ou alors on s'en rend pas compte. Il y a une sorte de mal qui se tapit dans ce qu'on croit être des représentations assez... des scènes, tu vois, assez anodines ou assez, finalement, même peut-être joyeuses, pour ce qui est du spectacle. Oui, bah alors ça, les spectacles, en fait, je les ai faits... je suis allé au Canada avec un prix que j'ai eu pour aller au Canada pendant 3 mois, alors que je ne voulais pas du tout aller au Canada, mais j'y suis allé, c'était le prix FAO, et je me suis retrouvé au Canada de janvier-février-mars 2018. Et là-bas, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à faire des spectacles, donc toute une série de spectacles, j'en ai fait 7. Et donc c'était des spectacles au fusain comme ça, donc ça peut être le feu d'artifice, le théâtre, le cinéma. Qu'est-ce que c'est qu'un spectacle? C'est une mise en scène de lumière, c'est-à-dire qu'on se retrouve à avoir un point lumineux et un groupe de gens autour. Et donc c'est vraiment très bête, c'est comme un truc un foyer archaïque, quoi. C'est-à-dire on est autour du foyer comme ça, et puis on se met autour de la lumière et d'un coup on partage quelque chose ensemble. Alors évidemment ça devenait intéressant de montrer cette série-là aujourd'hui, puisque finalement moi j'avais fait quelque chose d'assez banal et d'assez simple qui était... on va dire, ce qui m'intéressait depuis très longtemps, c'est une esthétique comme ça du banal et de l'archétype humain. Et puis en fait, ça devient quelque chose de très rare et précieux, puisque évidemment, c'est des choses dont on n'a presque plus le droit de faire, quoi, ou qu'on fait dans des situations un peu d'inconfort. Ça, c'est une chose qu'un peintre ami qui s'appelle Vassilis Salpistis il raconte, c'est il dit que c'est pas les images qui changent le monde, mais le monde peut changer les images. Donc là, d'un coup, mes images qui étaient plutôt simples et plutôt assez banales deviennent presque des objets de nostalgie, quoi. Voilà. Moi, je voulais faire cette expo depuis 2 ans, c'était prévu depuis 2 ans. C'était assez bizarre d'être rattrapé par la vitesse des événements, quoi. C'est-à-dire que le monde allait plus vite que ce que je voulais raconter, quoi. Voilà. Et le fusain, c'est le côté crépusculaire, c'est cette fin de ce qu'on voit là, de ce mode de vie, ou est-ce que c'est... Non, c'est pour la lumière. Ouais, alors moi, c'est d'abord... moi, je suis pas du tout intellectuel, donc je pars d'abord de l'envie. C'est pas du tout... là, je vais parler beaucoup, mais c'est d'abord de la pulsion, donc je sais pas du tout pourquoi j'ai envie de faire les choses, et après, je comprends peu à peu pourquoi j'ai eu envie de faire les choses. Et là, sur cette série-là, j'avais vraiment envie de juste mettre en scène la lumière. Il y avait quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup dans le divertissement, c'est-à-dire qu'on se divertit beaucoup dans nos vies et on se demande de quoi, voilà. Donc, et si on prend celui-ci, par exemple... Alors ça, c'est un peu autre chose, après, déjà. Oui, ouais. C'est déjà, comment dire, le côté... c'est au-delà d'une image d'archive et d'un éloignement. D'ailleurs, elle est trop compliquée, presque celle-là, c'est-à-dire que d'un coup, on la comprend un peu moins bien. Moi, j'aime bien faire des œuvres qui sont vraiment accessibles tout de suite. Et là, j'étais obligé d'avoir le titre du fusain qui aidait un petit peu, parce que ça s'appelle le guide de Tchernobyl. Donc évidemment, ça charge le dessin. Donc c'est pour ça que c'est la première fois que je mettais des cartels comme ça, parce qu'avant, je ne mettais pas ça. Parce que, voilà. J'aime bien faire confiance que à l'image, mais là, j'avais besoin du titre pour m'aider pour le dessin. Et donc ça, c'est un guide de Tchernobyl qui est en train de mesurer la radioactivité du sol. Et ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est l'espèce de banalité du mal, c'est-à-dire le fait qu'on baigne dans quelque chose et on ne se rend pas compte du mal qui est invisible. Et donc là, particulièrement, c'est de la radioactivité. Donc, il est comme ça fusionné dans le mal invisible du sol. Pour la fabrique même du dessin, en fait, je dessine une première couche de dessin au fusain. Donc, c'est du fusain, c'est du bois brûlé. Et après, je le fixe. Et après, je fais une autre couche. Et après, une autre couche. Et en fait, tout ce qui est blanc, c'est la réserve du papier. Donc, tout le jeu, c'est de laisser le blanc du papier comme ça, intact jusqu'au bout, pour qu'il garde une luminosité et tout ça. Comme je pulvérise le fixatif en fines gouttelettes, ça donne un effet aussi un peu mouillé, comme ça, un peu flou, en plus de la trame du papier qui est déjà tramé, quoi. Voilà. Mais alors c'est un territoire qui est quand même plutôt, sans qu'on s'en rende compte, il y a une sorte de mal invisible. Ouais. Et on sent que toi, tu as un vrai plaisir de représentation et de description des apparences du monde visible. C'est ce que tu dis d'ailleurs quand tu parles de ta peinture, c'est ce qu'on perçoit. Aussi si on se retourne sur le grand fusain. Ouais. Donc est-ce qu'on doit comprendre là, qu'en fait... ok, on est dans un moment de bouleversement des écosystèmes. Je vais tourner. Mais on peut quand même se réjouir malgré tout, on peut quand même apprécier en fait le visible. Ça, c'est le gros problème là où je suis un peu en ce moment, c'est que j'aime le monde, je pense comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que j'aime le monde, j'aime le fait d'exister, je trouve ça incroyable que tout ça existe, je trouve ça merveilleux, les matières, les textures et tout ça, mais on est dans un moment où on est en train de détruire notre quête de vie, quoi.
Et donc c'est cette tension-là que j'essayais de mettre en scène dans l'exposition. Peut-être j'en ferai d'autres de ce genre-là. Mais oui, l'enjeu, c'est d'arriver à mettre cette tension entre mon appétit de peinture, mon envie de montrer des choses comme ça et faire un énorme truc. Et donc là, par exemple, ce Bosco, qui est à la Villa Médicis, en fait, là j'ai passé 1 an à la Villa Médicis en 2018-2019, qui est donc une forêt interne à la Villa Médicis, dans les jardins, qui est en hauteur sur le mont Pinchot. En fait, ce Bosco il est en train de disparaître parce qu'à cause du réchauffement climatique, les vents ont augmenté très très fort et les arbres sont malades et donc ils tombent les uns après les autres. Moi j'y ai passé 1 an, j'en ai vu 15 tomber. Donc ça va vite quoi. Voilà, ça c'est le Bosco, voilà, avec un arbre au milieu. Voilà. Je peux vous en montrer d'autres, hein, il y en a plein. C'est un truc assez étrange parce qu'en plus la Villa Médicis c'est un lieu qui était particulièrement un lieu de conservation. C'est-à-dire que par exemple là je vous montre la Villa Médicis aujourd'hui et ça c'est une peinture faite par Velázquez il y a 400 ans. Et ça n'a pas bougé, quoi. Donc c'est un truc qui est très très émouvant dans ce lieu, c'est que c'est un lieu qui n'a pas bougé beaucoup. Et là, on arrive à ce moment-là où ça bouge. Et donc c'est une vraie question. Je voulais juste vous montrer un truc rigolo parce que, évidemment, c'est un grand fusain et tout ça. Alors je vais vous montrer un petit making-of rigolo où on me voit fixer, parce que je trouve marrant. Mais j'étais obligé de fixer en plusieurs morceaux, quoi. Donc d'un coup, j'étais obligé de rentrer dans le dessin pour faire le... Voilà. C'est un peu comique. Je regardais. Ça c'était le grand fusain, ça je l'ai mis par terre. Ce fusain-là, je l'avais déjà montré, enfin je l'avais déjà vendu et tout ça, mais j'avais envie de me le faire prêter parce que c'est, pour l'anecdote, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que le monsieur qui l'a acheté, il mange devant. Donc c'est très... la galerie elle est très panoptique, comme ça on a l'impression de tout voir tout de suite. Et donc j'avais besoin d'avoir un petit coin comme ça avec ce dessin-là, parce que ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de montrer quelque chose dont j'ai l'impression qu'on était privé pendant le Covid et tout ça. Bon, on en est encore privé d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on parle de confinement, on parle de chiffres, on montre des statistiques et tout ça. Et finalement, je trouve que les images, les représentations de la mort ou de la maladie ne sont pas forcément si diffuses que ça. Or, ça me paraît important d'avoir ces images de la tragédie, du tragique, parce que d'un coup, ça donne du sens aussi à tous les efforts qu'on fait de l'autre côté, quoi. Ça m'a toujours intéressé dans mon travail, c'est de montrer le tragique de l'existence. Je peux aussi montrer une chambre d'hôpital en ayant le plaisir de la chambre d'hôpital, parce qu'il y a aussi des plaisirs dans la chambre d'hôpital, qui est le fait qu'il y ait une belle lumière, qu'il y ait un calme, qu'il y ait une sérénité à un moment donné, parce qu'il faut attendre, il faut être patient. C'est un lieu de patience, en fait, un lieu d'hôpital. Et que d'un coup, tout ce qui peut être aussi de l'ordre de la technique, de la verroterie et tout ça, peut être aussi un goût esthétique, quoi. Le fait d'avoir un regard classique sur le monde contemporain, j'ai été très influencé par la littérature américaine, notamment je pense à Philip Roth ou des gens comme ça, qui sont en fait des gens qui écrivent un peu comme Balzac, mais ils parlent de sujets dont on ne parlait pas dans les livres de Balzac, quoi. Et c'est un peu cette chose-là qui m'a poussé à faire ce genre de choses, quoi. Je pense à un livre de Philip Roth qui est très beau, qui s'appelle Un homme. Ça fait pleurer. Mais est-ce que c'est vrai que si on connaît ton travail, il y a aussi toutes ces images de fêtes, oui. Est-ce que là on est dans une sorte de contre-champ ou de hors-champ de toute cette imagerie ou... Alors moi j'ai jamais voulu faire une chose. Par exemple, j'aurais pu être l'artiste de la fête pendant 10 ans, quoi. Ça m'a toujours été intéressé d'essayer de peindre le monde en général. Et donc ça peut être de toucher aux animaux, de toucher aux amis, de toucher... Enfin, quand je dis toucher, c'est de peindre les animaux, de peindre les amis, de peindre des situations comme ça un peu dures. Et d'essayer, par exemple, ça m'intéressait beaucoup de peindre la province. C'est un truc qui n'arrive pas si souvent aujourd'hui dans la peinture contemporaine, de s'intéresser à ce qui se passe en province. Donc là, par exemple, c'est la Picardie, là, c'est les Cévennes. Enfin voilà, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, de vraiment essayer d'être le plus large possible. Là où ça a changé quelque chose dans ma peinture, et malheureusement, je suis un peu embêté parce que je suis un peu coincé là-dedans maintenant, parce que je peux pas faire le retour. C'est que je pense que moi, je voulais être un peintre du banal. Et en fait, la question, c'est est-ce que le banal, il n'est pas mort? C'est-à-dire, est-ce que ce qui était la banalité pour moi, c'est-à-dire le filet du monde contemporain, le réel doux, dans une certaine douceur, avec une certaine cruauté, il n'est pas en train de changer complètement, de basculer complètement. Et donc à ce moment-là, je me retrouve complètement coincé, quoi. Voilà. Donc, je vais vous montrer un exemple. Je ne vais pas vous écraser de choses, je vais vous montrer un graphique. Ça va? Parce que donc, le problème, c'est qu'on parle beaucoup de toutes ces histoires-là. Moi, j'étais à la Villa Médicis, j'ai eu le temps. J'ai passé 4 mois à travailler dessus. Donc d'un coup, j'ai même pu inviter des philosophes, des scientifiques et tout ça. Donc je vous montre juste ce petit schéma qui en fait représente 10 000 ans de notre vie. Donc c'est pas très compliqué, hein. C'est un schéma tout plat et puis d'un coup il y a une grosse montée. Voilà. Et en fait c'est le taux de CO2 dans l'atmosphère. C'est vraiment très très bête. Et donc en gros, nous on vient d'une ère qui s'appelle l'Holocène, c'est une ère géologique qui a duré 10 000 ans, qui était trop géniale parce que pendant 10 000 ans le climat n'a pas changé. C'était hyper stable. Et à partir de 1900,
en fait, on a pris comme ça un taux de CO2 très très haut. Et donc les scientifiques aujourd'hui, ils se mettent d'accord pour dire qu'ils appellent ça l'anthropocène, c'est-à-dire l'ère géologique de l'homme. C'est le moment où l'homme a changé le climat. Le problème, c'est que dans toute l'histoire des 5 milliards d'années sur la planète, généralement, la température moyenne sur la Terre s'est augmentée de 1 degré en 1000 ans. Et là, on a pris 1 degré en 100 ans, c'est-à-dire de 1900 à 2000. On sait qu'on est à 1,3 aujourd'hui, donc degrés en plus en moyenne. 1,3 degré en plus en moyenne, ça veut dire 5 degrés par exemple à Paris en plus, parce que c'est la moyenne globale de la Terre, quoi. Alors je vous montre un autre truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens du GIEC, donc vous voyez ce que c'est tous les scientifiques qui sont mis d'accord pour dire que c'était la merde, ils disent qu'on va aller vers 7 degrés dans 100 ans. Donc ça, je vous présente l'Europe à moins 5 degrés de moyenne, c'est-à-dire à l'ère glaciaire. Parce qu'entre l'ère glaciaire et aujourd'hui, il y a eu 5 degrés de différence. Et donc là, l'Europe à moins 5 degrés, vous voyez qu'il y a voilà. Enfin, en gros, c'est pas du tout la même. C'est même la géographie change, quoi. Voilà. Donc la blague, c'est que le CO2, tout ce qui est en fait oxyde dans l'air, ça disparaît pas de lui-même. Donc par exemple, le CO2 dans l'atmosphère, il peut partir par deux raisons. Ça peut être la photosynthèse ou ça peut être pris par la mer. Là, le CO2 qu'on produit, dans un siècle, il sera à 50%. Il restera 50%. Dans 1000 ans, il restera 20 à 30% de ce qu'on a produit. Et dans 10 000 ans, il restera encore 10%. Donc le fait est qu'on est pris dans un truc qui n'est pas du tout à échelle humaine. J'ai découvert un philosophe qui s'appelle Gunther Anders. C'est un philosophe, en fait c'était le mari d'Hannah Arendt. Donc ça c'est cool, c'est le seul philosophe où on peut dire que c'était le mari d'une femme. Voilà. Il était plus... Voilà. Et Gunther Anders, en fait, il a été complètement traumatisé par la Shoah, il a été complètement traumatisé par Hiroshima, il a été complètement traumatisé par le Vietnam. Il a parlé du fait que d'un coup, tous les philosophes devaient changer de paradigme à partir du moment où il y avait Hiroshima, parce qu'on rentrait dans l'ère du délai, c'est-à-dire le moment où l'homme pouvait s'autodétruire, en fait. C'était une nouvelle métaphysique, en fait. Et lui, il parle de supraliminaire, c'est-à-dire le supraliminaire, qu'est-ce que c'est? C'est quand on n'a pas les moyens psychologiques de comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc là, par exemple, nous, on est tous là comme ça. Mais on ne comprend pas ce qu'on est en train de vivre, en fait. Parce qu'on n'a pas... On sait, on a des informations, on a les données, là je vous donne des informations, mais on ne peut pas le vivre psychologiquement. C'est trop au-dessus de notre cerveau, quoi. Et là, ça devient intéressant parce que, pour moi, ça devrait être presque le travail... Alors, je prends un grand sur moi, mais ça devrait être presque le travail de l'art, d'arriver à justement changer le regard sur le monde pour avoir l'imagination de ces choses-là. Parce que, évidemment, si on attend la catastrophe pour réagir, eh ben, en fait, ça sera trop tard. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de planète B, il n'y a pas de... Voilà. Et donc ça, c'est une vraie question que... Enfin, c'est là-dedans que j'ai beaucoup évolué, donc on va monter dans les tableaux. Mais voilà, c'était une vraie question dont je pense ne pas du tout avoir fait le résultat, il est modeste et tout ça, mais c'est une vraie question que je me pose. C'est comment croire en ce qu'on sait, en fait. Voilà. C'est aussi bête que ça. Oui, alors justement, ça peut se permettre. Ouais. Non, mais parce que par rapport à ce que tu dis, donc en fait, tous ces échelles qui nous dépassent en termes, si on pense au réchauffement climatique, aux écosystèmes... Alors justement, il y aurait des positions qui diraient, je ne sais pas si tu connais Timothy Morton, qui est un philosophe écologique qui a développé la notion de dark écologie. Ouais. Il explique qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus affaire à un monde d'objets, c'est-à-dire de choses saisissables, identifiables. En fait, on a affaire à des hyper-objets, c'est-à-dire à des phénomènes justement comme le climat, le pétrole, qui en fait se situent sur des échelles temporelles et spatiales si gigantesques qu'on ne peut plus en fait s'en saisir, en fait, on ne peut plus le comprendre. Et de ce point de vue-là, en fait, ça pourrait amener à se dire, est-ce que la représentation d'un paysage, de la nature, elle n'est pas finalement à côté de cette... dans la mesure où elle se cherche à se saisir de ce réel, finalement, elle n'écarte pas, elle n'évince pas cette impossibilité qui serait la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire de se représenter le monde, la nature, l'environnement dans toutes ces interactions, dans sa dimension hyper-objet. Déjà, quand on montre quelque chose en peinture, on montre une chose, on ne montre pas plein de choses. Donc déjà, pour faire effet de système en peinture, c'est très compliqué. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer un paysage qui serait un paysage tragique, c'est-à-dire un paysage où on sent bien qu'il y a un problème, quoi. Ce serait déjà pas mal. Je commence par cette étape-là. C'est-à-dire montrer des paysages, on va monter en haut, mais montrer des paysages où d'un coup, on sent bien qu'il y a quelque chose qui passe, où on sent bien que ça va... qu'il y a quelque chose qu'on va être mangé par le paysage au final. Voilà. Ce que je cherchais, c'était de faire des paysages où on va être mangé par le paysage. Ce que dit aussi Timothy Morton, c'est qu'on ne peut pas se saisir des hyper-objets dans leur totalité. En revanche, ce qu'on perçoit, ce sont des effets locaux, en fait.
Je pense que si on devait le transposer dans ton travail, c'est ça, c'est des sortes de cadrage sur des lieux, des moments qui en fait, quelque part, réunissent quelque chose de plus global. Moi j'appelle ça quelque chose de symptomatique en fait. Voilà. Moi je cherche quelque chose de symptomatique, on va monter peut-être en haut, mais... Ouais. Oui, c'est juste pour montrer un exemple de ce que je vous racontais sur le supraliminaire. Moi, c'est un exemple vraiment très précis. Donc ça, c'est Tchernobyl. Voilà. Moi, j'y suis allé, c'est comme ça. Donc c'est la petite usine comme ça qui a foutu tout le merdier à Tchernobyl en 86. C'est une toute petite centrale nucléaire. En vrai, il y en a 3 autres à côté. C'est la centrale 4 de Tchernobyl qui s'appelait la centrale Lénine. Et donc elle a explosé. Et donc on sait ce que ça a fait comme conséquence. Et les conséquences sont toujours pas finies. Et donc dans cette centrale, en fait, il y a encore le cœur du réacteur en fusion. Et le cœur du réacteur en fusion, dans 900 ans, il sera à sa demi-vie de radioactivité. Et dans 48 000 ans, il sera plus radioactif. Et là, la blague, c'est qu'ils ont construit... alors ça s'appelle l'Arche. C'est un truc qui a 2 ans. Ça a été construit par Vinci et par Bouygues, payé par les Européens. Ça a coûté 2 milliards d'euros. Et c'est donc un espèce de grosse cloche à fromage sur roulette, parce que c'est le bâtiment le plus haut et le plus grand du monde qui se déplace comme ça. Et ils ont glissé comme ça le bâtiment au-dessus de l'usine, et c'est garanti 100 ans. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est du supraliminaire, c'est-à-dire on est humain, quoi. On est à échelle humaine, on est à échelle politique, et c'est un gros problème parce qu'on a des problèmes qui sont beaucoup plus grands que la politique, et d'un coup, on bricole, quoi. Voilà. Et après, évidemment, ce qui m'intéressait dans ce tableau, c'était de montrer à quel point c'est banal et à quel point ça ressemble à une zone industrielle la plus bête du monde, quoi. Je pense à un auteur que tu aimes bien, Clément Rosset, et qui dit, pour reprendre la façon dont toi-même tu l'expliques, que tout le malheur des hommes vient du fait qu'ils n'acceptent pas en fait, le réel, ce qui est là. Ouais. Du coup, je me dis qu'en regardant cette toile derrière, est-ce que quelque part la conquête spatiale, on voit en fait ça se passe aussi à Tchernobyl, il me semble. Et donc il y a une représentation comme ça de conquête d'un ailleurs. Puis il y a d'ici que tu montres cette ruine, en fait. Donc l'ensemble de ce qu'on voit ici d'ailleurs c'est quelque part ça, comme ça se retrouve dans ton travail, de manière de ne pas détourner le regard en fait, de regarder ce qui est là, mais de l'apprécier parce que c'est assez appréciable finalement. Oui, alors ça, Clément Rosset, c'est un problème que j'ai aujourd'hui et que c'est pas réglé dans ma tête. Parce que par exemple, Clément Rosset, là il est décédé il y a 2 ans, mais si je lui avais raconté tout ça, il m'aurait dit « Ah oui, mais la fin du monde, c'est un fantasme de quelqu'un qui veut aller voir ailleurs, qui pense qu'il y aura une autre planète, qu'un autre monde est possible et que ça va être super, et que Thomas, t'as 40 ans, donc tu vois la mort, donc d'un coup, t'as l'impression que tout va mourir. » quoi. Enfin, il m'aurait fait tous ces trucs-là, parce que c'est vrai qu'on a annoncé une dégradation du monde de tout temps, de toute vie. Et là, ce qui est le problème, c'est que il y a une phrase de Talleyrand qui m'a beaucoup marqué, où il dit que tout ce qui est excessif est insignifiant. Et c'est vraiment la question, c'est que là, comme on vit l'excessif, d'un coup, on n'a pas le sens, on n'arrive pas à prendre le sens de ces choses-là, quoi. Et donc, enfin voilà, c'est une tension que j'ai avec Clément Rosset, parce que Clément Rosset, d'un coup, lui, il va dire, il faut accepter le réel, tout ce qui se passerait. Si c'est la fin du monde, c'est pas grave, quoi. Et donc ça, oui, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est ce geste très simple, qui est, on va dire, une vision téléologique de l'histoire, c'est-à-dire de penser que l'histoire est en progrès, c'est une vision hegelienne de l'histoire, et d'un coup, on va regarder vers le progrès plutôt que regarder vers ce qui se passe maintenant, quoi. Et donc oui, c'est un lieu qui est un peu bizarre parce que c'est à Pripyat, donc c'est la ville à côté de Tchernobyl. C'est une ville de 40 000 personnes qui a été évacuée en un jour. Il n'y a pas eu de mort, ils sont tous partis, c'est tout. Et donc c'est comme un espèce de Pompéi moderne, c'est la Russie en 86, quoi, enfin l'Ukraine en 86. Et donc oui, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il y avait plein de fresques comme ça dans les lieux communs, de grandes croyances dans l'avenir, dans l'espace. Et là, c'est la salle des contrôles des radars de Pripyat, qui évidemment a été un peu saccagée. Et c'est un lieu dont, en fait, on ne peut pas y vivre, on ne peut pas s'y installer, c'est-à-dire que c'est un lieu radioactif. Et moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est évidemment d'avoir mon petit plaisir de peintre, parce que c'est trop rigolo de peindre des oranges et des bleus que j'aurais jamais fait si je n'étais pas allé en Russie, parce que c'est vraiment pas des couleurs qui sont dans ma palette d'habitude. Et évidemment, d'essayer de peindre comme ça se calme presque après la tempête, où il n'y a plus d'humains, et finalement, il y a des petites traces d'humains, et ça pourrait être c'est un lieu comme ça qui ne sera jamais habité. Donc c'est presque, il y a une forme de douceur aussi, à avoir un monde qui ne va pas bouger, quoi. Il y a une forme d'ironie aussi, ça, est-ce qu'on peut être ironique en passant 2 mois sur un tableau? Enfin, moi, j'aime bien le... Oui.
Oui, oui, bah, il y a une forme de sourire. L'idée, c'est que vraiment le tableau il est mutique et il nous laisse un peu la place pour faire ce qu'on veut avec, quoi. On peut y voir de l'ironie, sachant que c'est pas si loin des pubs à la télé, quoi. Ce matin, j'ai éclaté de rire parce que j'ai vu une pub pour des super serviettes hydroalcooliques, sexy, modernes. Enfin, ils en ont fait une pub de parfum, alors que c'était juste pour se laver les mains, quoi. On peut avoir le même sourire sur notre culture à nous, quoi. On peut passer à cela? Ouais, je suis vrai. Ce qui est étonnant dans ce livre-là, c'est que là, il y a quelque chose, évidemment, c'est comme une sorte de contre-champ de la mer, hein, ce que tu m'avais expliqué. Enfin, ce qu'on ne regarde pas, généralement, on cadre plutôt l'horizon de vagues. L'horizon infini. Et là, finalement, ça pourrait presque être un paysage tu vois, du 19e, où il y a quelque chose de... comme si finalement, certes, tu te diriges vers un paysage contemporain, un paysage tragique, marqué par l'activité humaine, mais en même temps, c'est comme si finalement on avait affaire à une nature qui a jamais été vierge, quoi. Peut-être que tu pars de ce postulat-là, qui a un niveau aujourd'hui, c'est ce qui prédomine, en théorique, à savoir qu'il n'y a jamais eu de nature vierge, authentique, il y a toujours eu des maillages entre la nature, la technique, l'humain, le non-humain, tout ça est indémêlable. Par exemple, c'est pas un paysage avec au sens plutôt classique, où il y a une idéalisation. Elle serait vue comme quelque chose de totalement vierge, éloigné de l'humanité. Ça, c'est un jardinier que j'aime beaucoup, que je trouve artiste, qui s'appelle Gilles Clément. Et on lui dit que si vous devez supprimer un mot du dictionnaire, vous supprimez quel mot? Il dit le mot nature. L'idée de nature, c'est vraiment une construction du XVIIIe siècle. Enfin, comme on la conçoit aujourd'hui, c'est vraiment une construction du XVIIIe siècle. Et on est passé directement de Dieu à nature, quoi. Le grand ordre, c'était le grand ordre de Dieu, maintenant on passe au grand ordre naturel, quoi. Moi, j'aurais tendance à voir le chaos. C'était des discussions que j'avais avec beaucoup d'écologistes, notamment à Via Médicis. C'était la bagarre de se dire, je sais pas, par exemple, quand Nicolas Hulot il dit le Covid c'est un avertissement de la nature, moi je suis pas du tout pour ce truc-là, où d'un coup on dirait qu'il y a la grande nature qui va nous punir, parce qu'en fait c'est une manière de se séparer des choses qui me paraît complètement folle. Et là, ce qui m'intéressait par exemple dans celui-là, et là pour le coup tu as raison sur le côté idéalisation, c'est par exemple ça m'intéressait particulièrement en tant que peintre de peindre des nuages pas du tout bien. C'est-à-dire que vous voyez, il y a des fois on voit des nuages dans le ciel, on est hyper content, on dit waouh, c'est un tableau, quoi. Ça ressemble à un Poussin, ça ressemble à un Lorrain, c'est très classique, c'est très pondéré, tout ça. Et moi je voulais peindre des nuages bordéliques, quoi. Parce que ça arrive tout le temps en fait, ça arrive beaucoup plus, le chaos du bordel des nuages, quoi. Là, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait il faut un tracteur pour faire le paysage. C'est-à-dire que c'est le tracteur avec l'essence qui a fait le paysage de Picardie. On pourrait parler après des nitrates et des phosphates qui sont dans les champs, mais en tout cas, il y a ce truc-là de la ligne d'horizon, comme ça, très simple, très clair, et c'est fait par le tracteur du paysan qui est tout seul, quoi. Voilà. Ça, c'est une chose que je trouvais intéressante sur l'emprise, comme ça, qu'on a par rapport au paysage. Et je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à Timothy Norton, mais dans cette idée que, tu vois, il n'y a pas de... Finalement, on n'a pas affaire à une nature face à nous qui serait vierge, authentique, on a affaire à une application en fait, de culture et de nature. Il y a aussi cette idée que maintenant, on sait que justement, le paysage, c'est pas quelque chose qui nous fait face, tu vois, qui est le décor de nos actions, ou se situerait frontalement à nous, mais en fait, on en fait partie, c'est un tissu, c'est un maillage. Et de ce point de vue-là, tu as un auteur qui s'appelle Loïc Fell, qui a écrit l'esthétique verte, et donc il dit, alors c'est un peu dur pour les peintres, mais en fait, la représentation de perspective, de ce point de vue-là, elle est caduque aujourd'hui, parce que justement, elle nous représente le monde face à nous, quoi. C'est-à-dire le paysage comme un fragment du visible dont on ne ferait pas partie. Donc, presque, c'est comme si ça impliquait que finalement, il faudrait aujourd'hui plus faire, tu vois, à la pierre unique, des installations, des environnements dans lesquels on serait nous-mêmes intégrés et qui comprendraient des processus biochimiques, chimiques. Tu ne réponds pas à lui. Sur cette histoire de ne pas pouvoir se regarder, parce qu'on est comme des poissons rouges dans un bocal. Voilà. En gros, la Terre, ça fait je ne sais plus combien de kilomètres carrés. Il y a 15 km d'épaisseur où nous, on circule en tant qu'humains. Et il n'y a pas d'extérieur, quoi. Il n'y a pas d'ailleurs. C'est pas vrai, en fait. Il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de planète B. Et ben ça, en fait, c'est assez proche de la pensée de Clément Rosset sur le réel. C'est là où ça m'aide beaucoup. C'est qu'il a toujours passé son temps à dire que le gros problème, c'est qu'on ne voulait pas avoir le réel, justement, l'accepter comme il est, avec son tragique, avec tout le contrat de la vie, quoi. Mais que surtout, on ne pouvait pas le regarder de loin, parce qu'on était toujours dedans. Voilà. Donc il n'y a pas de séparation. C'est un, et c'est le grand un, quoi. Sur l'histoire de la peinture, c'est toujours de l'artificiel. C'est-à-dire que c'est un des arts qui est le plus franc de tous les arts. On est libre devant, c'est un objet, on est comme ça, et c'est du réel fait avec les objets du réel. C'est une matière qui rêve, c'est une matière qui joue à être quelque chose d'autre.
Moi, je pense qu'on a besoin de ce truc-là pour simplement justement avoir ce petit recul. On joue à ce recul-là. Parce qu'on joue avec le rapport, par exemple, la peinture, c'est aussi un objet avec un format et tout ça, il y a un côté sculptural là-dedans. Et moi, j'ai pas le même plaisir quand je suis très très loin du tableau que quand je suis près, quand je me déplace après dedans et tout ça. Donc en fait, le temps de la peinture, c'est pas un temps où c'est une image plate et on regarde la fenêtre ouverte sur le monde. C'est un temps où il y a une image et d'un coup, ça devient une image mentale parce qu'on se balade d'en avant, en arrière. Le regardeur, il a un rapport beaucoup plus sensuel à la peinture et beaucoup plus globalisant qu'une image qu'on regarde une fois de loin, comme ça. En vrai, si on regarde une image comme ça de loin, c'est un post Instagram, et à ce moment-là, oui, je suis d'accord, je n'ai pas besoin de faire de la peinture. Mais par contre, quand on est devant un objet, d'un coup, on regarde les détails, on peut se rapprocher, il y a une matière, ça devient abstrait, on va de loin, on va de près, et d'un coup, justement, tout ce truc-là, ça devient un objet mental, et là, c'est en 3D. Ouais, et puis dans le cas on s'immerge, quoi. Voilà, on n'a pas besoin d'un dispositif immersif pour s'immerger. Pour moi, c'est un truc, voilà, ça joue avec la mémoire ça, c'est un truc que moi j'essaie de faire dans mes tableaux, parce que j'ai beaucoup travaillé avec un critique d'art qui s'appelle Hector Obal, qui ont filmé beaucoup les tableaux en détail. Et moi, c'est toujours un truc qui m'intéressait, c'est d'arriver à d'essayer de faire des sous-tableaux et des ambiances différentes dans le tableau. C'est-à-dire avoir un tableau homogène et avoir dedans des morceaux différents, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, on aille un peu ailleurs. Donc là, ça peut être les débris horribles, et puis d'un coup, c'est le cosmique, quoi. Voilà. Ça peut être des effets comme ça de... Alors voilà, c'est essayer d'avoir des matières différentes, des couleurs différentes dans un même tableau, quoi. Et donc oui, d'un coup, ça devient mental, et pas une fenêtre ouverte sur le monde, et c'est tout, quoi. Voilà. Alors ça, c'est pour la blague. C'est une dame qui s'appelle Géraldine Gomez, que j'aime beaucoup, qui fait un festival qui s'appelle Hors Piste à Beaubourg. Et en fait, elle m'a commandé une pièce de théâtre, elle m'a commandé un film, enfin, elle m'a commandé plein de trucs, puis elle m'a jamais commandé de peinture, quoi. Donc à un moment, je lui ai dit, commande-moi une peinture. Elle m'a dit, d'accord, je te commande une peinture. Et elle m'a dit le thème, c'était la mer. Donc j'étais vraiment un peu déprimé de devoir faire une peinture de mer commandée par Beaubourg. Et donc d'un coup, je lui ai proposé ça, qui était le contre-champ, évidemment, de ce qu'on est quand on est devant la mer, comme ça, on est comme ça en train de regarder la mer. Et un rapport aussi avec cette idée d'anthropocène, parce que d'un coup, il y a les strates de la dune normande qui sont pleines de plastique, ou des choses comme ça. Et donc évidemment, c'est la trace de l'homme, peut-être qu'il restera après nous, quoi. Non, mais il y a toujours cette tension, en tout cas. Oui, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire, à la fois, il y a un mal qui est là dans le territoire, dans le lieu que tu peins, que ce soit les activités humaines qui ont un impact sur la géologie, en fait, parce que c'est ça aussi l'anthropocène. Il y a un effondrement aussi de la dune, quoi. Et en même temps, mais c'est ça qui est intéressant, justement, c'est d'être à la fois séduit, en même temps troublé ou un peu dérangé par ce qu'on voit. Alors après, je ne sais pas si on passe par exemple au tableau d'Auschwitz, si on passe tu vois, à la Bambouserie, à la serre. Alors, on y va, enfin, peut-être la Bambouserie d'abord. Ouais. Alors sur le côté froid, moi ça m'a toujours intéressé le côté froid dans la peinture. J'aime bien avoir ce côté que l'empathie elle vienne du spectateur, quoi, qu'il y a un truc comme ça. Et là ça m'a encore plus intéressé pour cette exposition-là parce que je voulais essayer d'avoir Alors ça c'est peut-être le tableau le plus humain de tous les tableaux qui sont là. Hein. Mais parce c'est là où il y a le plus d'humains et tout ça, mais ça m'intéressait beaucoup d'essayer de désanthropocentriser un petit peu mon tableau et d'essayer d'avoir cette espèce de même attention à peindre les hommes comme des plantes ou peindre les plantes comme des hommes, quoi. C'est un truc un peu pervers, mais que moi j'aime beaucoup, c'est que j'adore peindre les gens mal habillés. Je sais pas pourquoi, c'est un vrai plaisir. Ça devient des jeux de plastique assez beaux, et en plus je pense que c'est des choses qui marquent une époque. Pour revenir peut-être là-dessus quand même sur le côté, le rapport à distance des choses, c'est-à dire avec des médiatisés par des écrans, c'est quelque chose qui a été assez fréquent dans tes dessins, dans tes peintures. Et qu'on retrouve ici. C'est le seul endroit d'ailleurs où on le retrouve. Ça c'est nous, hein, c'est notre vie, hein, c'est qu'on passe notre temps sur le smartphone plutôt que sur la réalité. Et puis moi c'est parti d'un livre de Michael Fried sur l'absorption dans la peinture. Il démontrait comment dans les tableaux de Chardin ou de Fontaine-à-Tours, les gens soit lisaient un livre, soit regardaient, les enfants étaient concentrés sur un jouet pour pouvoir avoir un temps de peinture un peu long, où d'un coup ça devenait réaliste d'avoir quelqu'un qui ne bouge pas, quoi. Et en fait c'est vrai que s'il y a un endroit où les gens ne bougent pas, c'est en regardant un portable comme ça, ou en regardant un écran, on est d'un coup passif, voilà. C'est comme si là, il y en avait d'ailleurs trois, parce que c'est d'abord une nature reconstituée. Ah oui, alors, il y a l'écran, et puis il y a aussi des peintures de feuilles, hein, quand même, sur la barrière de... Ça, c'était un peu geste. Pour faire le contexte, ça, c'est un endroit au Canada qui s'appelle le Biodôme, c'est à Montréal. Et en fait, c'est un ancien stade olympique couvert, parce qu'il fait froid à Montréal, où ils refont des biotopes pour mettre des animaux dedans, quoi. Donc voilà, donc d'un coup il y a la jungle, il y a la banquise, il y a le bord de mer qui est là-bas. Et donc c'est un lieu en serre comme ça, qui est censé être super écologique, hyper pour la nature et tout ça.
Et donc là, par exemple, mon bonhomme, il est en doudoune parce qu'il faisait moins 30 dehors, quoi. Donc évidemment, c'est une dépense énergétique incroyable pour avoir une jungle comme ça sous verre. Et pour moi, c'était quasiment des images de science-fiction, quoi, de ce que ça pouvait être, vers quoi on allait tourner si on défonçait nos biotopes les uns après les autres, comme on le fait aujourd'hui, quoi. Voilà. Moi, je trouve que la rambarde de protection elle est très maticienne. L'esthétisation du monde par le style, un style humain qui serait hyper auto-centré, ou d'un coup, ça serait... pour moi, le XXe siècle, c'est vraiment le siècle de l'ego au niveau peinture, quoi. C'est que des gens qui ont dit, c'est moi qui vais être le dernier peintre du XXe siècle, c'est moi qui vais finir le truc, donc c'est tous les ismes. Où d'un coup, on a dit, oui, le fauvisme, d'un coup, c'est moi qui vais mettre le plus de couleurs, c'est moi qui vais mettre le plus de dessins, qui vais détruire le dessin avec le cubisme, c'est moi qui. Moi, je fais un lien entre vraiment la violence de ce que ça a été le XXe siècle et la violence de ce que ça a été dans les arts, c'est-à-dire cette espèce de prise de pouvoir et on pourrait parler d'un virilisme, hein, parce qu'ils ont tous des MeToo derrière en plus, mais vraiment, il y a une prise de pouvoir comme ça sur ce que ça serait que l'histoire de l'art qui est important. Je pense que c'est normal parce que... C'était quand même bizarre d'être un artiste et d'être libre. C'était assez nouveau au XXe siècle, ce moment où d'un coup l'artiste était complètement libre. Il n'y avait pas de commande, on est obligé de s'inventer et tout ça. C'était encore plus savoureux ce côté maticien de la barre de protection, qui était une barre stylisée. Ça m'a toujours amusé les trucs stylisés dans le milieu de la nature, quoi. De la même manière que ça m'amuse. Ça, on n'y pense pas, mais en peinture, tout ce qui est plastique, en fait, c'est des couleurs très très étranges. Enfin, c'est presque on le sent sur la palette. Les sandales en plastique, par exemple, d'un coup, les couleurs sont complètement folles par rapport aux couleurs de la réalité, quoi. Voilà. Tu parlais de l'histoire de l'art et d'un côté un peu violent avec des prises de pouvoir. Si ça peut faire le bon ouais, territoire. Carrément. Eh bien, ça, c'est au Canada également. Donc, j'ai voulu faire mon parisien comme on fait à Paris, c'est-à-dire on prend le train et d'un coup on va à la campagne, quoi. Puis, voilà, on prend le train 1 heure et on va à la campagne. Et j'ai voulu faire ça au Canada et en fait c'est impossible parce qu'il n'y a pas de lieu commun. En fait, c'est que tous les lieux de la nature sont propriété privée. Donc on sort de la gare, il y a déjà des grands panneaux avec des fusils et des choses comme ça. Donc j'ai passé une journée entière à aller d'un endroit comme ça avec des très beaux paysages avec des propriétés privées partout, quoi. Et évidemment, d'un coup, moi, ça m'a hyper intéressé plastiquement parce que c'est quand même comique au final, quoi. La propriété privée, c'est quand même un peu comique, quoi. Si on y réfléchit bien. Parce que donc, on avait des grands espaces avec ce truc-là. La lettre en peinture, c'est toujours un gros problème. C'est compliqué de ne pas faire ressortir le spectateur du tableau. C'est pas le même morceau du cerveau qui réagit dans la tête. Donc ça m'intéressait d'y aller franchement et de le mettre vraiment bête, de vraiment centrer la composition dessus et de vraiment montrer l'accaparement, quoi. Voilà, la trace d'accaparement. Évidemment, par exemple, s'il n'y a plus d'humains, c'est encore plus rigolo, quoi. Parce que là, il y a une forme d'anthropocisation, justement, de l'environnement. Et là, si on passe du coup direct, c'est un peu brutal comme question, mais ouais. Pour le coup, bon, alors on est, tu peux en parler, mais on est à Auschwitz. Il y a cet arbre qui est un sacreur et qui pousse, voilà, en fait, de manière indifférente, quoi, à l'égard de cette histoire. Mais tu as été surpris, il me semble, justement, quand tu allais là-bas, de voir le côté anodin, banal de ces petites maisons qui ressemblent à un village. Oui, il y a un texte de Freud là-dessus où il parle du Parthénon, où il va voir le Parthénon, et d'un coup il a tellement lu sur le Parthénon qu'il n'a pas de surprise. Et en allant au Auschwitz, c'est vraiment une énorme surprise. C'était à quel point c'était petit, chiche, étroit. Moi j'avais une vision de film hollywoodien, quoi. Je me suis dit à la fin que j'avais une vision à la Spielberg dans la liste de Schindler, quoi. C'est-à-dire d'un coup le truc dramatique. Et ben non, c'est juste normal en fait, c'est juste du réel. Et donc d'un coup c'est tout plat, c'est tout petit. Ils n'ont pas mis d'argent, c'est vraiment médiocre, et c'est encore plus terrifiant, hein. Mais après, ce qui m'intéressait aussi, c'était de justement ne pas être humain dans l'histoire, et d'un coup de montrer à quel point le monde n'en a rien à foutre. C'est-à-dire que si on n'est pas humain, si on enlève l'idéologie et notre histoire, qui est vraiment, là pour le coup c'est un lieu d'histoire quand même bien marquant, bah, c'est pas vrai que l'arbre il en a quelque chose à faire, quoi. C'est pas vrai que le ciel il reste bleu, quoi. Voilà, il n'y a pas que nous sur Terre, quoi. Voilà. Et après, évidemment, il y a aussi le fait que c'est pas la même chose de peindre des petits graviers à Auschwitz qu'ailleurs. C'était pas rien de faire ces petits graviers, ces petits... Qu'est-ce que c'est que la poussière à Auschwitz, quoi. Voilà. C'est compliqué, hein, mais... Pourquoi peint ce couple qui se prend en photo avec vous, il y a quand même... Alors, bah, ça, c'était parce que... moi, j'aime bien le trivial humain, en fait. Je voulais un peu de tendresse, quoi, quand même. Peut-être que je suis un peu lâche, hein, mais... J'avais envie d'avoir ce truc un peu tendre aussi, d'avoir quand même des humains sur qui on peut se projeter. Après, pareil, ils sont pas traités, ils sont traités comme l'arbre, c'est un peu froid, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des remarques morales en disant oui, c'est une honte de faire ça, Auschwitz et tout ça. Moi, je trouve que c'était bien parce que le monsieur, il est un peu vieux, donc peut-être qu'il a un rapport à ça, peut-être c'est ses parents ou je sais pas quoi. Donc après, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de mettre les spectateurs aussi dans une position où on était dans le camp.
Et que peut-être que si on arrive de loin, c'est pour ça qu'on l'a accroché comme ça, c'était que peut-être que si on arrive de loin, on ne se dit pas tout de suite que c'est Auschwitz, quoi. Parce qu'il y a évidemment ce jeu de brouillage, comme ça, de moirage entre le... Mais encore une fois, c'est la question pour moi, c'est la question du tragique, c'est-à-dire où est-ce qu'on met le tragique dans nos vies. Pour moi, on le met beaucoup là-dedans, quoi. Je peux comprendre qu'on mette du tragique là-dedans. La question, c'est où est-ce qu'on met le tragique, les autres tragiques, voilà. C'est un truc très humain, mais je vous raconte ça parce que quand même ça m'intéresse beaucoup. C'est quand Tchernobyl a explosé, les Russes ont dit c'est pas possible que ça explose, c'est la centrale Lénine, elle ne peut pas exploser. Donc c'est des trucs de la croyance. Ils y croyaient pas. Ça a duré 3 jours de catastrophe où il n'y a aucun règlement à cause de ça. La plupart des déportés, des rescapés d'Auschwitz, ce qu'ils racontent, c'est à quel point ils n'y croyaient pas. Tout au long du parcours, ils étaient dans des wagons, ils se faisaient pipi dessus, c'était blindé, c'était n'importe quoi, et ils pensaient que ça allait aller mieux après, quoi. Donc c'est vraiment la question de la croyance. Là, on a eu, alors, en beaucoup plus petit et en beaucoup moins grave, on a eu l'histoire du Covid. C'était quand même hyper drôle. Enfin, c'est presque, on pourrait rigoler, quoi, de se dire qu'on les a vus en Chine. On était là en train de regarder en Chine. On rigolait un petit peu, on voyait les images, on était là. On les voyait en Italie, on rigolait un petit peu, il n'y a pas de problème. On les a vus en France, on se les pris dans la gueule. Et ce qui était encore plus comique, c'était d'être en France, de se être pris dans la gueule, et de regarder la télé américaine qui se demandait comment ils allaient faire les élections démocrates, quoi. Et donc ça, c'est une vraie question, c'est comment être assez intelligent pour croire aux choses avant qu'elles arrivent. Oui, mais donc c'était, toi, finalement, si on énumère, alors il y a le rapport de consommation, vis-à-vis de l'environnement, Ouais. une sorte de possession. Et toi, en tant que peintre, ce serait quoi comme relation toi, il y a différentes comme ça relations différentes dans ces peintures, mais toi, tu te situes où là-dedans? En gros, il y a 2 types de peintres pour moi. Il y a le classique et le romantique. Le romantique, il va dire voici comment je vois le monde. Il va mettre des grosses traces de lui. Vous voyez, il va avoir une touche, il va avoir un gros style et tout ça. Le classique, il essaiera de dire voici le monde. Moi, j'essaie de trouver cette chose-là, c'est-à-dire de faire des objets qui ne sont pas forcément très personnels. Ils sont personnels parce que je sais pourquoi je les ai faits et pour les raisons pour lesquelles je les ai faits, pour lesquelles j'ai passé 2 mois à le faire. Et je passais 2 mois avec Auschwitz, il y a mieux, quoi. Mais par contre, de dire voici le monde et de jouer de ce que ça peut être la violence d'un tableau, parce que alors j'aime bien faire des tableaux un peu mornes, enfin le côté morne et banal, ça m'intéresse, mais encore une fois, finalement, c'est assez violent, quoi. Ça, il y a la lumière qui est partie d'un coup. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup, de jouer comme ça de la fulgurance de ce que ça peut être une peinture par rapport à d'autres médiums, quoi. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas faire ça au cinéma, quoi. Voilà. Tout est vraiment artificiel, et ça, c'est pour ça que c'est presque une image de science-fiction, c'est qu'on est déjà dans les décombres, on a dû reconstruire, quoi. Voilà. Et là, justement, c'est quasiment comme si ce qui restait de neuf, c'était des choses reconstruites, quoi. Voilà. C'est comme si aussi il n'y avait plus de possibilité d'un regard vierge, innocent sur l'environnement. Que le regard était déjà pris en fait, dans des images, dans des représentations, dans des films. Ouais. Finalement, ce qu'on voit, c'est justement, c'est pas la chose même, c'est sa représentation. Alors là, ça, c'est le côté Truman Show de l'histoire, c'est-à-dire il y a les petites fenêtres, il y a la mer en reproduction, enfin voilà. Ouais. On a tellement d'images dans la tête qu'on a du mal à avoir accès au réel directement. C'est le fameux truc que les adolescents ont, c'est pourquoi ils n'arrivent pas à s'embrasser au bord d'un coucher de soleil, quoi. Il y a un truc un peu kitsch qui nous gâche, on est gâché par toutes les images qu'on a vues en fait. Voilà, enfin il y a un truc de stock d'images qui nous empêche d'avoir accès à la réalité directement, quoi. Dans mon travail, c'est un truc que j'essaie de m'alléger justement, d'aller vers un premier degré qui serait hardcore. Moi j'ai l'impression d'essayer de faire des contre-images justement, alors c'est avec mon surmoi, hein, parce qu'il faut vraiment être fou, quoi. Mais se faire des images qui sont un peu tristes, comme ça, mornes. On me le reprochera sûrement de faire des images un peu tristes et mornes, mais j'ai quasiment besoin, en contre, comme la dame à l'hôpital, c'est que j'ai besoin quasiment par rapport à toutes les images que je me prends dans la gueule quotidiennement, quoi. Voilà. Et tu disais tout à l'heure que tu peins une peinture du banal, Ouais. des choses ordinaires, mais qu'aujourd'hui, le problème c'est que pour toi en tout cas, Ouais. en peintre, il n'y a peut-être plus de rien de banal. Donc ça me rappelle à nouveau un passage d'un petit Morton, Ouais. qui dit on peut plus aujourd'hui parler du beau temps, du temps qu'il fait en fait, parce que parler ça de manière anonyme, c'est plus possible, ça engage tout de suite des pensées inquiètes sur l'écosystème, le changement climatique. Donc en fait, il n'y a plus d'objets isolables dont on peut juste apprécier de manière indépendante. Et je dis ça parce que par rapport à la peinture qui est à côté, en fait, qui est dans la salle, c'est noir, ouais. justement, on voit un ciel, un coucher de soleil. Ce coucher de soleil, il est peut-être le plus juste, tu vois, l'apprécier comme tel. Il est déjà un peu infiltré
de fin du monde, je sais pas, ou Là, ce qui m'intéressait, c'est que c'était les couchers de soleil de périphérique. Donc, par exemple, ça, c'est un truc où il y a des couleurs complètement folles des fois, parce qu'il y a des espèces d'émanations d'essence ou de choses comme ça qui font des couleurs folles, quoi. Et ça, c'est aussi un autre problème qu'on a, à mon avis, en tant qu'humain, c'est qu'on a vécu, là, on pense pas assez à l'esthétique des images. Et par exemple, le romantisme, ça nous fait beaucoup de mal aujourd'hui, parce que le romantisme, l'idée du sublime selon Burke et tout ça, c'est l'idée de la catastrophe, où c'est magnifique, quoi. Mais c'est magnifique parce qu'on est loin. Et ça va de Gaspard de Friedrich au film catastrophe d'aujourd'hui, donc les Avengers et tout ça, où on adore des explosions. Et donc ça, c'est un problème, parce que d'un coup, si c'est ça notre esthétique, et évidemment qu'on va aller encore plus vite vers le... Donc c'est pour ça que moi, mon esthétique qui est très morne et très à apprécier les matières, à essayer de concentrer sur les objets, s'accrocher au monde des apparences, c'est déjà revivifier quelque chose de l'ordre du banal, de la banalité des choses, et dire que c'est déjà génial, c'est une manière de se calmer un petit peu sur l'ailleurs, sur la consommation, sur tout ça. Ouais. C'est-à-dire mieux habiter dans le monde, quoi. Voilà. Moi, ce qui me rend triste, par exemple, c'est de me dire, en fait, la douceur, c'est fini. C'est horrible, mais moi, c'est le truc qui me rend le plus triste, c'est de me dire, le côté un peu doux, gris, en été, non. Voilà. Quand il y a des incendies en Californie, ce qui me rend triste, c'est de me dire, ça sera pareil dans le sud. C'est obligé. C'est acté, là. Dans les 20 ans, c'est acté. Là, on parle d'inondations, ils disent que c'est incroyable les inondations, mais il faudrait parler des sécheresses, parce qu'il y a eu 4 mois de sécheresse qui ont fait qu'il y a les inondations. Parce qu'en fait, la Terre, elle est tellement sèche qu'elle ne peut plus absorber l'eau, et la Terre n'absorbe pas l'eau, et l'eau, elle se répand partout, quoi. C'était pour ce dernier tableau, je ne sais pas si on va aller Ouais. plus là. Ouais. Tu vois, comme tu disais, tu as des peintures déjà urbaines, avec des vues sur des images, sur des rues. Il y a un calme, il y a une tranquillité, une douceur. Je me demande si on la retrouve encore dans un tableau comme celui qui est à côté. Celui-là, c'est plus peint comme ça, quoi. Mais est-ce que toi, tu le vois de manière tranquille, ou il y a déjà quelque chose d'un peu inquiet lors de la catastrophe qui se joue? Pour moi, on est dans les particules fines, et c'est pas une couleur, c'est pas des couleurs et des choses comme ça qui me paraissent naturelles, au sens pas trafiquées au dernier degré, ouais. Tu voulais le sortir, non? Hop. Parce que c'est plus doux en vrai, quoi. C'est l'éclairage qu'il y a. Hop. Parce que là, c'est l'effet d'éclairage avec le fond sombre et tout ça. Oui, parce qu'à l'intérieur, on a l'impression de phosphorescence. Oui, c'est pour ça, oui. C'est l'impression de phosphorescence. En fait, je vais mettre ce tableau en vitrine et il ne marchait pas. Donc on l'a mis là, mais... Il y a plus de morts de la pollution en France que du Covid encore aujourd'hui. Voilà.